Boa tarde. Memórias de um Porco-Espinho é um título do livro do Alain Mabanckou, que dá nome a essa mesa. Vou apresentar os dois mediadores. Vai ser uma mesa sobre literatura, mas também uma mesa sobre culturas africanas, sobre racismo. É a primeira vez que a Flip experimenta esse formato de mesa com um escritor e dois entrevistadores. Eu vou apresentar os dois entrevistadores e eles vão apresentar o grande Alain Mabanckou para vocês. Bom, temos aqui, logo perto de mim, o José Luiz Passos, é um escritor brasileiro nascido em Pernambuco, radicado na Califórnia há mais de 2 décadas, onde dá aula na Universidade da Califórnia, onde ele é, aliás, colega do Mabanckou, que também dá aula na Califórnia. Isso eu já anuncio. Ele depois vai autografar livros, né? Um deles, um Marechal de Costas, tem um outro, todos recentes, Antologia Fantástica da República Brasileira, e A Órbita de King Kong, esse ilustrado por Raquel Barreto. Temos um segundo entrevistador, né, que é esse no formato com 2 entrevistadores, que é o Silvio Almeida, que é jurista e filósofo. Ele está hoje à frente do Instituto Luiz Gama. Falamos de Luiz Gama na mesa de manhã. O Luiz Gama é uma figura importantíssima da poesia e do abolicionismo brasileiro. E depois, junto com Alain e junto com o Zé Luiz Passos, o Silvio autografa 2 livros. Um chama Racismo Estrutural e o outro é Sartre, Direito e Política. Uma boa tarde e aproveitem bastante. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? É um prazer imenso estar aqui. Obrigado a Mauro, obrigado a Casa Azul, a Flip e a Josélia pelo convite. Essa mesa, para mim, tem um significado especial. Eu e Alain Mabanckou somos colegas de repartição pública. Os dois ensinamos na Universidade Pública na Califórnia há vários anos. Temos uma trajetória semelhante como imigrantes. A gente vai explorar um pouco disso aqui. Antes de começar a mesa, eu queria agradecer a editora Malê, que cedeu os livros em PDF com antecedência para que a gente preparasse as questões, Wagner Amaro, a tradutora Paula Souza Dias Nogueira, que fez a tradução belíssima dos livros do Alain, e também o pessoal que está fazendo a tradução simultânea, a Eleonora de Barros e o Cristiano Sanches. Lembrando que, sem a presença dos tradutores e dos intérpretes, muitas dessas mesas não aconteceriam. É sempre importante reconhecer a presença deles. Literatura é tradução, né? É tradução. Então, estamos estreando um novo formato aqui na Flip. Um autor convidado e 2 moderadores. E disputamos aí numa moeda. Eu serei good cop e ele bad cop. Então ele fará, Silvio de Almeida fará as perguntas difíceis, inconvenientes e, eventualmente, aquelas que são irrespondíveis. Pode deixar comigo. E assim eu saio por cima. Alain Mabanckou é uma figura muito impressionante. Ele não se deu conta de que a Flip, para ele, começou há várias semanas atrás, quando eu pedi que um estudante de pós-graduação que me devia um favor seguisse Alain no campus, com muita discrição, e observasse o comportamento dele no campus. E, para confirmar, com certa objetividade científica, uma impressão que eu sempre tive de Alain. É um homem profundamente gentil e generoso, é um homem que passa pelo campus saudando as pessoas. Certamente, se candidatasse a vereador de Los Angeles, seria eleito com facilidade. Mas o currículo de Alain é impressionante. Somados entre os livros que ele editou e escreveu originalmente, são 20 livros, que vão desde o ensaio crítico à literatura infanto-juvenil, romance, contos e poesia. Então, é um autor muito impressionante. Hoje nós vamos comentar especificamente Memórias de Porco-Espinho e Copo Quebrado, publicados recentemente pela editora Malê. Alain, bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço a você é uma pergunta que me liga profundamente a você. Há alguns meses atrás, você esteve no Brasil
Aliás, desde então, a sua vida se transformou radicalmente, porque agora você volta ao Brasil como campeão mundial, já que a França venceu a Copa do Mundo. Mas nós conversávamos isso. Mas numa das suas entrevistas aqui no Brasil, você destacou justamente essa sua relação, digamos, tripartida ou trifásica, esses três aspectos da sua trajetória, da sua biografia, como autor congolês, como cidadão francês e como profissional nos Estados Unidos. Acho que você descreveu, inclusive, da seguinte maneira, que no Congo você enterrou o seu umbigo, que na França você aprendeu a ler o mundo e que nos Estados Unidos você ganha o seu pão. Eu me identifiquei bastante com isso, porque eu também tenho um umbigo, que ficou em Pernambuco. E eu queria saber de você se, em algum momento, esses três aspectos da sua personalidade, da sua história, entram em atrito, entram em conflito, ou se geram algum ruído para a sua escrita. Merci beaucoup. Merci de prendre les casques parce que je suis encore en train d'apprendre le portugais. Je n'ai appris qu'un seul mot, obrigado. Ça va venir petit à petit. Mais je pense que j'ai une identité très compliquée. Déjà, j'aimerais répondre sur la Coupe du Monde que nous avons gagnée, puisque l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. L'Afrique et la France, parce que la France, c'est aussi l'Afrique. Nous avons des relations historiques difficiles, mais il arrive que les Africains francophones et la France s'associent pour former une même famille. Et je pense que la victoire à la Coupe du Monde a montré que nous pouvons dépasser les questions de race, nous pouvons dépasser les préjugés raciaux. Il n'y a pas de personnes sublimes, il n'y a pas de personnes surnaturelles. Il faut travailler toujours en commun. Ça m'a fait plaisir de voir que le football pouvait changer la perception des individus. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. À l'époque où j'étais tout petit, nous, on voyait le roi Pelé à la télévision en Afrique. Et on disait, mais quand est-ce que les Brésiliens ils vont nous rendre notre Africain qui est en train de jouer très bien chez eux? Donc, il y a même un ministre, voilà, il y a même un ministre, le ministre des Sports du Congo avait dit, on va faire une pétition et demander aux Brésiliens de nous rendre cet Africain pour qu'ils viennent gagner la Coupe du Monde ici. Et le Brésil, c'est le seul pays qui, au monde, quand il est en train de jouer contre la France, les Africains supportent le Brésil. Ils ne supportent plus la France. Ils supportent quel que soit, ils supportent directement le Brésil à cause du roi Pelé qui a créé une certaine fierté des Noirs, des Africains. On a vu ce petit, il avait 16-17 ans. Il driblait tout le monde depuis le centre pour aller marquer, un peu comme fait Mbappé. Et d'ailleurs, le roi Pelé l'a félicité, merci, vous êtes rentré dans le cercle. Au-delà de ce chapitre, c'est pour montrer que la France, ce n'est pas que le territoire qui se trouve en Europe. La France, c'est partout où les individus se reconnaissent dans l'histoire de France. Les Noirs ont fait l'histoire de France, les Noirs sont allés délivrer la France contre les nazis, les Noirs sont allés travailler pour la France après la Deuxième Guerre mondiale. Les Noirs sont allés enrichir l'économie française. Et il y a, heureusement, beaucoup de Français qui reconnaissent cela. Et la victoire éclatante vient nous donner ce sentiment. Toi et moi, on a le même parcours. Nous sommes deux immigrés. On travaille
dans l'une des plus grandes universités au monde, à UCLA, nous nous sentons dans une famille. Je ne vois pas ta couleur, tu ne vois pas ma couleur, mais nous sommes des collègues. Intellectuellement, nous échangeons, nous sommes dans une excitation extraordinaire. Nous travaillons pour une grande compagnie et ça crée une relation qui est plus forte, une relation qui est plus presque affective. Si quelqu'un à Los Angeles est en train de prendre un couteau pour essayer de t'égorger, je sors de ma voiture, j'attrape la personne dans la gorge, je dis « c'est mon frère ». Même si la personne qui est en train de t'égorger, c'est un noir, mais toi tu es mon frère parce que je te connais. C'est ça qui est important, la rencontre et ce que nous vivons ensemble. La couleur, c'est rien. C'est une petite peinture naturelle qu'un jour on pourrait peut-être oublier, qu'on oublie le plus souvent quand nous gagnons ensemble. Donc ma vraie identité, elle est africaine, je suis africain, je suis fier de mes racines, mais je suis aussi fier de ce que j'ai pris à la France. Sa langue, son imaginaire, sa façon de penser, et je suis aussi fier de ce que l'Amérique m'a donné, un salaire normal, bah oui, pour manger, hein, un salaire normal, des conditions de travail extraordinaires, qui parfois, qu'on n'a pas donné forcément aux Noirs américains. Dans le département français où je suis le seul Noir qui suis professeur titulaire. Donc il y a toujours des discriminations, même aux États-Unis. C'est difficile, mais nous sommes dans la bonne voie. Ouvindo você responder a minha primeira pergunta, aliás, aproveito para lembrar à plateia que a participação de vocês é fundamental e eu tenho certeza que Alain teria imenso prazer em responder as perguntas de vocês. Agora, entrando mais especificamente na sua obra, a partir dos comentários que você fez, uma situação, eu acho que nos conecta ao seu narrador principal, Memórias do Porco Espinho, é justamente um certo estado de exílio. Afinal, ele inicia a redação, ou a sua confissão, uma espécie de grande meia-culpa, logo a seguir a morte de Kabandi. O porco-espinho que narra esse romance é o duplo nocivo de um homem jovem que morre, e o duplo nocivo, então, seria esse eu alternativo, esse totem, que, na verdade, permite que modula a má consciência, estimula e organiza certas motivações e verdades inconfessas do sujeito e autoriza ou empodera a própria existência do outro ele mesmo, uma espécie de duplo. Então, também como na sua própria trajetória, o seu narrador, ou o homem que é o centro ou o foco da narração do Porco-Espinho, ele tem 3 camadas. Existe também... mas... uma das características fundamentais dele é justamente esse estado perene de, digamos, de fazer as pazes com uma certa trajetória nem sempre bonita, em termos de... ele desata uma série de crimes. O romance é belíssimo na imensa generosidade para com as falhas humanas e, inclusive, prestando grande atenção a esse êxtase da vulgaridade, uma coisa que, inclusive, liga Alain a Hilda Hilst, né? Uma espécie de apagamento da fronteira entre o visível e o invisível, entre o corpo e o espírito. Então, eu queria pedir que você lesse um pequeno trecho do romance para que a gente, na sequência, entrássemos na relação do seu trabalho com a sua própria trajetória. Donc, je ne suis qu'un animal de rien du tout. Les hommes diraient une bête sauvage, comme si on ne comptait pas de plus bêtes, de plus sauvages que nous dans leur espèce. Pour eux, je ne suis qu'un porc-épic, et puisqu'ils ne se fient qu'à ce qu'ils voient, ils déduiraient que je n'ai rien de particulier, que j'appartiens au rang des mammifères munis de longs piquants. Ils ajouteraient que je suis incapable de courir aussi vite qu'un chien de chasse,
que la paresse m'astreint à ne pas vivre loin de l'endroit où je me nourris, à vrai dire, je n'ai rien à envier aux hommes. Je me moque de leur prétendue intelligence puisque moi-même, j'ai été pendant longtemps le double de l'homme qu'on appelait Kibandi et qui est mort avant-hier. Moi, je m'éterrais la plupart du temps non loin du village. Je ne rejoignais cet homme que plus tard dans la nuit, lorsque je devais exécuter les missions précises qu'il me confiait. Je suis conscient que des représailles que j'aurais subies de sa part, s'il m'avait entendu de son vivant, me confesser comme maintenant, avec une liberté de ton qu'il aurait prise pour de l'ingratitude, parce que, mine de rien, il aura cru sa vie entière que je lui devais quelque chose, que je n'étais qu'un pauvre figurant, qu'il pouvait décider de mon destin comme bon lui semblait. Eh bien, sans vouloir tirer la couverture de mon côté, je peux aussi dire la même chose à son égard, puisque sans moi, il n'aurait été qu'un misérable légume. Sa vie d'humain n'aurait même pas valu 3 gouttelettes de pipi du vieux porc-épic qui nous gouvernait à l'époque où je faisais encore partie du monde animal. J'ai 42 ans à ce jour. Je me sens encore très jeune. Et si j'étais un porc-épic comme ceux qui traînent dans les champs de ce village, je n'aurais pas eu une aussi longue vie, car pour nous autres porc-épics de cette région, la gestation dure entre 93 et 94 jours. Nous pouvons au mieux vivre jusqu'à 21 ans lorsque nous sommes en captivité, mais quel intérêt de passer sa vie en réclusion tel un esclave? Quel intérêt d'imaginer la liberté derrière des fils barbelés? Je sais que certains animaux paresseux s'y complairaient, allant jusqu'à oublier que la douceur du miel ne consolera jamais de la piqûre d'abeilles. Moi, je préfère les aléas de la vie en brousse aux cages dans lesquelles plusieurs de mes compères sont séquestrés pour terminer un jour ou l'autre en boulettes de viande dans les marmites des humains. C'est vrai que j'ai eu le privilège de battre le record de longévité de mon espèce, de compter le même nombre d'années que mon maître. Je ne prétends pas qu'avoir été son double fut une sinécure. C'était un vrai travail. Mes sens étaient sollicités. Je lui obéissais sans broncher, même si, durant les dernières missions, je commençais à prendre du recul, à me dire que nous creusions notre tombe. Je devais pourtant lui obéir. J'assumais ma condition de double comme une tortue qui coltinait sa carapace. J'étais le 3e œil, la 3e narine, la 3e oreille de mon maître, ce qui signifie que ce qu'il ne voyait pas, ce qu'il ne sentait pas, ce qu'il n'écoutait pas, je lui transmettais par songe. Et lorsqu'il ne répondait pas à mes messages, j'apparaissais devant lui à l'heure où les hommes et les femmes de Sekepembe allaient au champ. Je n'ai pas assisté à la naissance de Kipandi, comme ces doubles qui naissent le même jour que l'enfant qu'ils verront grandir. Ceux-là sont des doubles pacifiques. Ils ne s'exposent pas devant leur maître, ils n'interviennent que dans des cas précis. Par exemple, lorsque leur initié tombe malade ou lorsqu'il est victime d'une poisse. Les doubles pacifiques mènent une vie monotone. Je ne sais d'ailleurs pas comment ils supportent une telle existence. Ils sont mous, lents. Leur précaution première est la fuite dès qu'il y a du bruit. Cette attitude idiote les pousse même à se méfier de leur propre silhouette. J'ai entendu dire que la plupart d'entre eux étaient sourds, aveugles, qu'on ne pouvait cependant pas surprendre leur vigilance à cause de leur flair infaillible. Disons qu'ils protègent l'être humain, le guident, tracent les sillons de son existence, meurent comme nous le même jour que leur maître. La transmission d'un tel pouvoir est assurée par le grand-père dès la naissance de l'être humain. Ce vieux s'empare du nourrisson après consultation de ses géniteurs. Il disparaît avec lui derrière la case, il lui parle, crache sur lui, le lèche, l'agite, le chatouille, le balance en l'air, le rattrape pendant que l'esprit du double pacifique quitte le corps du vieil homme pour s'infiltrer dans celui du petit être. L'initié se consacrera à faire du bien. Il se distinguera par sa générosité, sans borne,
Il donnera de l'argent aux paralytiques, aux aveugles, aux mendiants. Il respectera ses semblables. Il étudiera les plantes dans le but de guérir les malades et veillera à transmettre ses dons aux générations futures dès l'apparition des premiers cheveux gris sur son crâne. C'est une vie plus qu'ennuyeuse, pour ne pas dire monotone. Je n'aurais rien eu à te raconter aujourd'hui si j'étais un de ces doubles pacifiques sans histoire, sans rien d'exceptionnel. J'appartiens plutôt au groupe des doubles nuisibles. Nous sommes les plus agités des doubles, les plus redoutables, les moins répandus aussi, et comme tu peux le deviner, la transmission d'un tel double est plus compliquée, plus restreinte. Elle s'opère au cours de la 10e année du gamin. Encore faut-il parvenir à lui faire avaler le breuvage initiatique appelé Mayamvumbi. L'initié le boira régulièrement afin de ressentir l'état d'ivresse qui permet de se dédoubler, de libérer son autre lui-même, un clone boulimique sans cesse en train de courir, de cavaler, d'enjamber les rivières, de se terrer dans le feuillage quand il ne ronfle pas dans la case de l'initié. Et moi, je me retrouvais au milieu de ces deux êtres, non pas en spectateur, puisque sans moi, l'autre lui-même de mon maître aurait succombé, faute d'assouvir sa gloutonnerie. Je peux te confier que si les parents des enfants à qui l'on transmet un double pacifique sont au courant de l'initiation et l'encouragent, il n'en est pas de même lorsqu'il y a transmission d'un double nuisible. Ici, elle s'opère contre le gré du gamin, se déroule à l'insu de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, les êtres humains dont nous devenons alors l'incarnation. Les frères jongleront, ils jongleront avec la nuit. Une fois la transmission accomplie, le double nuisible devra quitter le monde animal afin de vivre non loin de l'initié. Il remplira sans protester les missions que celui-ci lui confiera. Depuis quand d'ailleurs a-t-on vu un double nuisible dédire l'homme de qui il tient son existence? Du jamais vu de mémoire de porc-épic. Et il n'y a pas que les éléphants qui possèdent une mémoire fiable. C'est encore un des préjugés de l'espèce humaine. Merci. O seu porco-espinho faz uma verdadeira homenagem a um tipo de malícia que é ao mesmo tempo lúcida e esclarecedora, é bastante lúdica. Ao mesmo tempo, ele oscila ou negocia essa diferença entre o adagiário popular africano, são muitas as referências a mitos, a lendas, a ditos populares, e uma certa fascinação com esse cânone ocidental literário. Nas suas obras, você cita e se refere fartamente a Faulkner, a Cervantes, Horácio Quiroga, Garcia Marques. Para você, tanto como para o seu porco-espinho, essa é uma questão difícil, negociar, digamos, a relação entre a literatura escrita e aquela falada, oral? Je pense que le Mémoire de porc-épic, j'ai toujours tendance à dire que c'est mon roman le plus africain, dans le sens que c'est dans ce roman que je rends hommage aux traditions africaines, aux croyances africaines, aux contes, à la fable. Parce que pendant longtemps, je recherchais comment dire l'oralité africaine quand on est un écrivain qui vient de la culture d'un ancien colonisé. J'écris en français, mais comment je peux faire pour parler de mon univers dans la langue française qui ne connaît pas ces réalités? Donc les canons que j'ai, ce sont les canons qu'on retrouve également dans la littérature latino-américaine, que ce soit le côté réel, merveilleux, la magie, tout ce qu'on retrouve, que ce soit dans les livres de Horacio Quiroga, de Gabriel Garcia Marquez, ou même dans une certaine mesure des écrivains que j'aime comme les Cervantes et autres, qui ont gardé leur âme latino-américaine, même dans la narration dans la langue espagnole ou
dans une certaine mesure dans la langue portugaise. Donc je n'ai vraiment pas cherché à négocier, je me suis rappelé les histoires que me racontait ma mère. Quand j'étais tout petit, quand je voulais sortir la nuit, il me disait « Fais attention, si tu vas dehors, le porc-épic va te lancer ses piquants. » Et moi j'avais peur, je rentrais à la maison, je ne sortais plus. Et quand je suis arrivé en France, quand elle est morte, j'ai commencé à me dire « Mais pourquoi il me disait que le porc-épic va sortir? D'où vient le porc-épic ?» Et c'est là que je me suis rappelé que dans la conception africaine, les gens ne meurent pas. Les morts, ils sont avec nous. Il y a une autre réalité que nous ne voyons pas. Et ce roman demandait d'aller vers une autre réalité, de refuser le discours occidental qui veut toujours des preuves. En Afrique, on ne prouve pas la vie. La vie ne se prouve pas. L'existence se ressent. Si je suis dans cette salle et que je vous disais que je ne suis pas venu seul et qu'il y a mon oncle qui est quelque part ici, vous n'allez pas croire. Peut-être que mon oncle, c'est un Brésilien qui est quelque part, qui a peut-être 82 ans, mais qui, dans l'époque, est mort au Congo, et puis il est venu naître au Brésil. Ça, c'est possible dans la littérature africaine. Et j'étais content de voir que c'est par un roman sur l'Afrique, sur les traditions africaines, que j'avais eu plus de succès en France. Ce n'était pas un roman qui parlait de la France, c'est un roman qui expliquait aux Africains qu'on a des croyances extraordinaires et qu'il faut aimer ces croyances et les valoriser dans la littérature. Obrigado, Silvio. Merci. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado pela, enfim, por esse início tão bonito que você deu a esse evento. Quero agradecer também ao público, agradecer a organização da Flip e cumprimentar o meu irmão, né, o Alan, que me deu uma grande alegria ao me possibilitar ler o romance que ele escreveu. Alan, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu fiquei muito curioso quando eu peguei o seu romance em mãos e eu vi que ele falava de porco-espinho, né? Só que a ideia de porco-espinho é uma ideia que você trouxe de África, da tradição oral, só que, curiosamente, essa relação com o porco-espinho e a existência, a filosofia moral, a maneira da gente percorrer o mundo, está também em outros autores, que são autores europeus, né? Ou, nesse caso, são autores europeus, falando de um autor europeu e de um autor norte-americano, estadunidense, e que são ferrenhos defensores da tradição ocidental. Estou falando aqui do Isaiah Berlin, né, e do Ronald Dworkin, né, que é um jurista, enfim, um filósofo da moral. E eles fazem essa relação com o porco-espinho. O Isaiah Berlin tem um texto, né, enfim, em que ele vai pegar um poeta grego, em que ele vai dizer o seguinte: tem dois tipos de intelecto e de artista, intelectual e de artista. Tem um artista porco-espinho, o intelectual porco-espinho, e tem também o intelectual, o artista, que é a raposa, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, o intelectual, que é o porco-espinho, é esse que se aferra a uma visão essencialista do mundo. É como se todas as coisas do mundo tivessem um fundamento. E ele dá como exemplo o Platão, o Hegel. E do outro lado existem as raposas, né, que são aqueles intelectuais, esse tipo de intelecto e de artista que tem a dialética e que tem a contradição como parte integrante da sua maneira de ver o mundo. E aí eu te pergunto, o seu porco-espinho tem alguma relação com esses dois autores que falam de um lugar completamente diferente do seu? Porque, assim, eu fico pensando que há duas possibilidades, né? Ou existe alguma relação entre esse porco-espinho que eles estão falando e o seu porco-espinho, ou então eles nunca viram porco-espinho na vida e estão querendo falar de alguma coisa que eles nunca viram, que é próprio da filosofia moderna também. Então essa é a pergunta que eu faço para você. Merci pour cette belle question. Et je vois le philosophe, le grand avocat aussi que tu es. Et je pense que si je devais me définir,
je serais plutôt un intellectuel porc-épic. Parce que je vois les choses dans l'essentiel, dans leur essence, dans leur nature. Et puis, je vois aussi qu'il faut ajouter à côté de l'intellectuel porc-épic, il faut ajouter peut-être le philosophe porc-épic. Dans mon livre, le porc-épic, il est plus philosophe. Évidemment, les intellectuels qu'on a cités tout à l'heure, je n'ai pas lu leur belle argumentation. C'est intéressant de le voir. Un écrivain, quand vous écrivez un roman, il ne faut jamais surtout lire ce que les intellectuels sont en train de dire du sujet de votre roman. Sinon, vous allez être prisonnier. On se dit, ah non, si je fais ça, on risque de dire que je suis intellectuel porc-épic. Si je fais ça, intellectuel renard. Le renard, c'est quelqu'un qui, dans la fable, le renard, c'est toujours quelqu'un qui pique tout, hein, qui mange tout. Si vous prenez celui qui a le plus parlé des animaux dans la mémoire des Français, La Fontaine, mais avant lui, il y avait Ésope qui avait fait des fables. On a le corbeau qui est toujours en train d'avoir un fromage. Il y a le renard qui est en bas de l'arbre qui attend le corbeau. Le renard, il a faim, le corbeau, il a le fromage dans son bec. Le renard dit, mais comment je vais faire pour manger le fromage du corbeau? Le renard commence à flatter le corbeau. Il dit, vous êtes les plus beaux, vos plumes, c'est joli. Et le corbeau, il est tellement content, il veut chanter. Et quand il veut chanter, le fromage tombe et le renard, il mange le fromage. Donc moi, je ne suis pas un porc-épic renard, je serais plutôt un porc-épic essentiel. Le porc-épic essentiel, c'est celui qui marche lentement, il trouve sa nourriture en chemin, il mange un peu, il garde un peu pour demain, ou alors il donne à ses parents et puis il disparaît quelque part. Mais cette analyse est très intéressante. Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est surtout les auteurs français comme Ésope et La Fontaine, mais nous avons aussi en Afrique des écrivains comme Birago Diop qui ont écrit des textes sur la cosmogonie africaine, ou bien Bernard Dadier de la Côte d'Ivoire qui ont écrit sur les animaux, ou même Léopold Sédar Senghor, ils ont écrit des histoires sur le lièvre, les histoires du lièvre. Ça baignait dans notre enfance. Donc, non seulement je suis intellectuel porc-épic, mais mieux encore, je préfère être écrivain porc-épic. Parce qu'intellectuel, ça me fait très peur dans la discussion. Legal. Bom, posso continuar? Então vamos lá. Tem uma outra pergunta também. Agora eu quero falar um pouco de política com você. Enfim. Questão difícil. E eu quero chamar para a conversa um intelectual que tem uma trajetória muito parecida com a sua, que inclusive eu já vi que vocês debatem, que é o Achille Mbembe. O Mbembe, ele faz uma afirmação naquele que é seu livro mais prestigiado, que é o Crítica da Razão Negra, em que ele diz que, sob a égide das condições econômicas que o mundo observa hoje, nós estamos vendo o devir negro no mundo. O que ele chama de devir negro no mundo seria a degradação das condições de vida de uma forma tão acelerada e tão brutal que todas as pessoas, mesmo as brancas, vão ter o seu dia de negro. Ou seja, vão aprender o que é ser negro. Até porque, para o Achille Mbembe, ser negro e África são duas criações da máquina demoníaca do colonialismo e das condições que foram colocadas a partir do século XIX. Ou seja, tanto negro como África são condições que devem ser superadas. Agora, há outras leituras do devir negro no mundo. Então, por exemplo, quando eu vejo a seleção da França, parece que o mundo está virando negro, porque todo mundo, né? Todo mundo se sente um pouco francês, né? Todos os brasileiros, de alguma maneira, se reconhecem na seleção da França. Ainda que eu acho engraçado
que as pessoas respeitem os negros franceses, mas não respeitem os negros no Brasil, porque a seleção brasileira também é formada por pessoas negras. Só que a grande questão que eu coloco para você é o seguinte: o que seria o devir negro no mundo? Você concorda com o Bembe? O devir negro no mundo seria a acelerada degradação das condições de vida, de tal sorte que nós temos que superar essas condições de negro e África? Ou o devir negro no mundo, por exemplo, é ter um escritor do seu nível, da sua qualidade, falando para nós brasileiros a partir de África? O que é o devir negro no mundo? Moi, je pense que il ne faut pas que le noir ait pour projet le fait d'être, je ne sais pas quel type de noir. Moi, je voudrais simplement être un être humain. C'est un travail difficile que d'être un être humain. C'est facile d'être noir. Il suffit d'être né de 2 parents qui sont noirs, en Afrique ou n'importe où, vous serez noir. Ou alors d'être né d'un couple mixte. Le métis est considéré, dès que vous avez une goutte, il y a le noir qui est là, on vous considère noir à gauche et à droite. Être noir, tout le monde peut le devenir. Mais être humain, être un être humain est une opération difficile à accomplir parce que ça demande la tolérance, ça demande le savoir, ça demande la compréhension des autres cultures, ça demande ce que l'écrivain Derek Walcott appelait la courtoisie de l'échange. C'est-à-dire que comment je peux discuter avec un Japonais et être d'accord avec un Japonais sans pour autant mettre en avant nos différences raciales. Le désir même de cette sorte de noirceur, d'être noir, ce désir est un désir qui est peut-être aussi fantasmé par beaucoup d'intellectuels africains aujourd'hui. Parce que moi je pense que celui qui demande aux Africains d'être plus africains est aussi malade que le blanc qui est raciste. Parce que le destin de quelqu'un, c'est de s'ouvrir, ce n'est pas de s'enfermer. Je suis africain, c'est bien, ça se voit, ça se sent. Mais qu'est-ce que je vais faire de mon africanité? Est-ce que je vais la garder jalousement ou alors je vais chercher comment la disperser, comment la donner en héritage aux autres membres de la communauté planétaire? Et je pense même que ce qui est essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de se réjouir de cette victoire de la Coupe du Monde. Je l'ai prise tout à l'heure sous la forme de l'humour. Mais en général, ces Noirs, ils sont français. Ces Noirs sont français. La seule différence, c'est que la France ne peut pas leur interdire d'être français. La France ne peut pas les chasser. Eux, ils peuvent chasser les hommes politiques. Parce que si Mbappé va quelque part, fait un meeting et dit que ne votez pas, le prochain président ne votez pas Emmanuel Macron ne sera pas président de France. Quand vous avez le pouvoir, la couleur de peau disparaît. Quand vous avez la puissance économique, l'élément qui permet de mettre le capitaliste à genoux, vous n'êtes plus noir, vous n'êtes plus blanc, vous êtes quelqu'un qui a du pouvoir. Vous avez de l'argent, vous avez la puissance, vous avez l'intelligence, vous connaissez votre histoire, vous êtes blindé intellectuellement, physiquement, n'importe qui aura peur de vous parce que vous avez la connaissance. Donc moi je pense que le problème de l'Afrique n'est pas de se fatiguer à aller discuter avec la France ou l'Europe sur « ah oui, intégrez-moi, je vais être plus français ». Non, c'est de connaître, d'étudier l'histoire de l'Afrique de A à Z et d'étudier l'histoire de l'Europe. Parce que la seule chance qu'ont les Africains en Europe, c'est qu'ils connaissent mieux l'histoire de l'Europe que l'Europe ne connaisse leur histoire. L'Europe est allée coloniser les gens, les yeux fermés, ils croyaient qu'ils étaient supérieurs, ils ont fait l'esclavage, ils ont fait la colonisation, ils ont fait les concessions, ils ont piqué le pétrole, ils ont piqué tout, et à la fin, ils n'ont jamais piqué la culture africaine. Et aujourd'hui,
c'est cette culture africaine qui manque à la définition du genre humain. Le désir d'être noir, le désir de cette négrité, c'est la nécessité pour tout Africain de faire de sorte, dans une manière pacifique, de ramener les éléments de la culture africaine dans la grande marmite de la culture internationale. Voilà. Alan, querido, eu vou fazer uma pergunta agora mais pessoal e sincera, assim, de abertura. Uma curiosidade, assim, baixar as máscaras e tudo. Uma curiosidade que eu tenho. Tem um aspecto seu que eu não consigo ainda, digamos, entender. Que é que a sua literatura, ela é marcada por um sofrimento profundo. Dentro de um quadro quase que de reencantamento. Então, há cenas violentas, há trajetórias de grande sofrimento, e, no entanto, isso é composto com grande compaixão. E isso me impressiona muito e me comove. Fiquei muito contente de você ter dito que se identificava como intelectual, como um porco-espinho. Certamente, o porco-espinho é o seu duplo nocivo. Até porque o terceiro moderador da mesa é o seu duplo nocivo. E ele veio fazer uma pergunta a você. Então, eu queria que você olhasse o seu duplo nocivo aqui. Bravo! Agora, eu quero que você olhe para o seu próprio duplo nocivo, certo? E me explique a ele, não a mim, não a Silvio, a gente não precisa de explicações, a gente precisa de cerveja. Eu quero que você explique ao seu duplo nocivo uma frase que você disse numa entrevista que me impressionou muito e que eu busquei entendimento ou esclarecimento nos seus textos, e para mim continua sendo um problema. Um problema no sentido positivo de uma crise, que você diz, sou contra uma literatura que comercialize o sofrimento. Sou contra uma literatura que comercialize o sofrimento. O que é que isso quer dizer? Il faut que je regarde le porc-épic. Effectivement, pour lui parler, j'ai regardé, j'ai enlevé les lunettes, parce que quand on parle à un double, on n'a plus la myopie. Quand vous exprimez dans votre haine animal, la myopie n'existe pas, parce que lui, voilà, il faut enlever les lunettes. Il faut enlever les lunettes, hein? Voilà, c'est bien. Je dirais au porc-épic que je n'aime pas la littérature qui vend la souffrance. J'aime la littérature qui exalte l'enthousiasme. J'aime la littérature qui sauve. J'aime la littérature qui parle, c'est vrai, de la souffrance, mais pour dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous rappelle que nous sommes des gens qui souffrons, mais nous avons une dignité de rester des personnages toujours fiers de nous-mêmes. Et je suis content de venir au Brésil et de retrouver un de mes doubles qui était caché dans un sac. Je ne sais pas quel voyage il a fait. Peut-être qu'il vient du Congo-Brazzaville. Il a pris l'avion Air France de 19h et quelques. Il est arrivé à Roissy. Il a changé vers Panama. Il a pris Copa Airlines. Et puis il est arrivé par Rio de Janeiro. Il a pris un bus pour arriver ici à Paraty pour me dire bonjour. Pour cela, je dis merci beaucoup porc-épic. Je t'aime très bien. On peut remettre les lunettes, hein? Não, eu vou agora tentar ler uma pergunta. Daqui a pouco. Na verdade, bem se
bem se vê que você não conhece o seu duplo nocivo. Ele veio de carona com os argentinos. que também sofreram muito nessa Copa do Mundo. Il y a des choses aussi qu'il doit me cacher, parce que si le double me dit tout, je saurais tout de lui. Donc il me cache certaines choses. C'est parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le bus. Voilà. Exato. Olha, uma linda pergunta da plateia, que eu leio para você. Opa, e outra. A Bárbara Wendel pergunta o seguinte: em seu livro Irmã Estrela, você aborda a questão da morte pela visão de uma criança, de uma forma muito sensível e delicada. Gostaria de saber o porquê da escolha deste tema e por que retratá-lo pela perspectiva infantil. Tem algo a ver com a sua infância? Oui, ça a quelque chose à voir avec mon enfance, puisque je pense toujours que c'est quand on est enfant que se forme la vocation de l'écrivain. On devient écrivain à partir de notre enfance. L'enfant, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut déplacer des montagnes. L'enfant, c'est quelqu'un qui pense que ses parents ne mourront jamais. L'enfance a cette innocence qu'il faut à la littérature. Donc ce livre, Ma sœur étoile, qui est le seul livre que j'ai écrit pour les enfants et qui est le premier livre traduit en portugais, ce livre, c'était ma propre histoire. Et effectivement, puisque moi j'ai eu 2 sœurs qui étaient mortes et je suis l'enfant unique. En Afrique, c'est rare d'avoir une famille où il n'y a que papa, maman et l'enfant. Souvent, on a eu l'impression que les Africains, il faut être 14, 15, 16, 18. Mais non, il y a des familles où il n'y avait qu'un enfant, et c'était mon cas. Et je voulais expliquer cette enfance-là à travers ce livre. Mais en général, la plupart de mes livres mettent toujours en scène un enfant unique. Je ne le fais pas exprès, mais beaucoup de mes personnages, si vous prenez le livre qui vient d'être traduit, Verre cassé, Copo Quebrado, je ne sais pas comment, qui vient de sortir, Verre cassé, c'est un personnage qui est un fils unique, également il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. J'ai un autre livre qui s'appelle Petit Piment, qui n'est pas traduit. Ben, c'est aussi un personnage unique. Donc je pense que l'enfance, c'est l'endroit où je vais de temps en temps puiser pour trouver une inspiration fraîche et rappeler les souvenirs de mon pays, le Congo-Brazzaville. Merci. Eu vou fazer mais 2 perguntas da plateia, porque elas se comunicam, eu acho que... E é uma curiosidade que eu também tenho, depois eu passo a bola para você matar. A Socorro Racioli pergunta o que você já leu da literatura brasileira. E não vale citar os presentes aqui, porque seria muito óbvio. E agora, outra pergunta, essa do Carlos Calil, diz o seguinte, essa é mais longa, se prepare. O escritor Blaise Cendrars, quando visitou o Brasil na década de 20, chamou a atenção dos seus colegas brasileiros sobre a importância da cultura negra, então pouco valorizada. Que importância teve a Anthologie Nègre na formação de Alain? Merci. L'importance que l'anthologie a eue dans ma formation, c'est de découvrir la richesse littéraire des écrivains dits africains ou d'origine africaine. L'anthologie de Blaise Cendrars, c'était quand même une anthologie très courageuse. C'était à l'époque où on croyait que les Noirs ne pouvaient pas écrire, qu'ils n'avaient pas inventé la machine à vapeur, qu'ils n'avaient pas de civilisation. Et il y avait des écrivains, et c'est Blaise Cendrars qui en a fait l'inventaire. Et après, il y a d'autres
écrivains africains qui ont écrit des anthologies, comme Léopold Sédar Senghor, qui a écrit l'anthologie de la poésie nègre et malgache, puis plus tard des étudiants devenus des profs, Liliane Kestelot, qui avait écrit une anthologie de la littérature africaine. Donc ça a eu une importance, ça m'a permis de voir que l'Afrique est riche dans sa littérature. Un peu comme l'Amérique latine dans sa palette, dans sa littérature. Moi, quand je lis les écrivains, insulaires ou les écrivains latino-américains, les écrivains de l'Amérique du Sud, je ne les lis pas dans leur nationalité. Là, c'est pour répondre à la question sur les Brésiliens. Bon, les écrivains vivants, je ne vais pas le citer. Bon, toi, tu es déjà là, il ne faut pas que je te cite. On va dire, il a cité le collègue. Mais quand je lis les Jorge Amado et les autres écrivains latinos qu'on a cités ici, que ce soit les Cervantes, les Quiroga, les Octavio Paz, je ne choisis pas un écrivain parce qu'il est brésilien. Je choisis Jorge Amado parce qu'il a correspondu à ce que je ressentais à ce moment-là. Donc, je n'ai jamais fait vraiment un inventaire. Je les ai lus pêle-mêle et j'ai retrouvé en eux, comme lorsque je lis les écrivains noirs américains, un socle de recherche, quelque chose qui était proche de l'Afrique. C'est la quête de leur identité et la recherche d'inscrire l'individu singulier dans une sorte de lutte collective. Donc, on ne fera pas l'inventaire, mais Dieu sait que je les ai lus beaucoup, et bien, même les contemporains, certains qui sont ici dans cette foire. Perfeito. Alan, eu tinha programado mais uma pergunta para fazer para você sobre essa questão, essa relação entre África e raça, só que eu resolvi mudar, porque eu te ouvindo falar, eu comecei a refletir um pouco sobre o lugar que a gente está aqui, nesse momento, que é possivelmente o maior evento literário do Brasil, enfim. Se me perguntassem alguns anos atrás se eu um dia esperava estar aqui na Flip, eu sou autor, todos aqui são autores, isso era uma coisa que não estava nem no meu horizonte, assim, eu não tinha a menor ideia de que um dia eu poderia estar aqui no palco da Flip, junto com pessoas tão importantes. Então, eu fico imaginando que talvez para um negro, para uma mulher negra, é muito difícil se imaginar num espaço como esse. É muito difícil se imaginar sendo escritor. É muito difícil se imaginar sendo lido por alguém, sendo ouvido, como nós somos hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco, não da sua experiência, mas você falasse a partir da sua experiência, para aquelas pessoas que eventualmente pensam em escrever, querem iniciar uma trajetória como essa. E desde já eu não posso deixar de falar isso, quero parabenizar a organização da Flip por essa preocupação em trazer escritores que falam de um lugar diferente daqueles lugares que são sempre prestigiados e privilegiados num espaço como esse. Então eu queria que você falasse um pouco para todas as pessoas que querem ser ouvidas, tal como você está sendo ouvido agora, tal como eu sou ouvido de vez em quando. Merci beaucoup. Je pense que c'est difficile de parler de ce que peut être l'itinéraire d'un écrivain africain. Je n'avais pas choisi d'être écrivain. J'étais né dans un quartier pauvre, Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale. C'est un tout petit pays de 3 millions de personnes. On a la mer, l'océan Atlantique. On a le fleuve Congo, qui a été célébré par Joseph Conrad. On a du poisson de mer. On a du poisson de l'eau douce. Et puis, on a les forêts. On a le bois. On a le pétrole. Tout ça, ça appartient au président de la République. Donc, on a cet ensemble
de richesses qui sont dans notre pays, mais le peuple n'en profite pas. On a un président qui est président de la République depuis 32 ans. Quand il était président, j'avais 13 ans et il est toujours président aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que je viens d'un pays qui sait qu'est-ce que la dictature. Je viens d'un pays qui est un pays parfois, non pas ingrat, mais les hommes politiques, les dictateurs, sont ingrats en général, parce qu'ils coupent les rêves de la jeunesse. Mais dans cette pauvreté, je m'étais toujours dit, il faut que j'aille à l'école, il faut que je réussisse mes examens, il faut que j'ai mon examen un jour pour aller continuer d'étudier en France. J'ai passé mon baccalauréat en lettres et philosophie, je suis allé à Paris, à Nantes, pour faire des études de droit. Je voulais être avocat comme mon ami, mais lui, il est vite devenu avocat en dehors d'être écrivain. Il y a des gens qui sont plus efficaces. Donc, je ne suis pas devenu avocat. J'ai fait 7 ans de droit. Et au moment où j'allais finir le doctorat de droit, j'ai arrêté pour devenir un écrivain. Parce que ça me fatiguait de lire les lois, les gros livres comme ça, les histoires de divorce, les histoires de crimes, la maîtresse a tué la femme a tué la maîtresse, le mari n'a pas dormi à la maison, les enfants sont... Je ne voulais pas de ça. Je me suis dit non, mais j'aimais le soir, j'allumais ma bougie et je commençais à raconter ma propre vie. Je décrivais cet enfant africain qui est en train de courir, la chemise ouverte, le vent, les oiseaux, le ciel de Pointe-Noire. C'est ça que je voulais décrire. Et effectivement, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à donner mes manuscrits à tous les éditeurs qui les refusaient. Ah ben oui, j'envoie là. Oh non, j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne me répond. Je prends le bus, je viens frapper à la maison d'édition. Bonjour, ça fait 6 mois que j'ai donné. Il dit, mais arrêtez de venir tous les jours ici, c'est nul votre texte. Donc chaque fois, quand on me refusait, je me disais, bon, c'est pas grave, ils sont imbéciles, ils n'ont rien compris, je vais continuer à écrire. Donc je continue à écrire. Ou alors, je me disais, ils n'ont pas lu mes livres. Parce que s'ils m'avaient lu, ils m'auraient quand même publié. Parce que hier, je regardais à la télé, il y avait un écrivain qui est mauvais. Et il a publié un livre. Normalement, si on publie les mauvais, on doit me publier. Donc, c'était ça qui s'est passé. Et je suis parti, voilà. Et je suis parti de ce constat. J'ai continué à publier. J'ai même, au début... Puisqu'il ne voulait pas, moi j'ai publié de la poésie, il ne voulait pas publier mes poèmes. J'ai même publié, j'étais étudiant, j'ai payé pour publier mon recueil de poèmes, il n'y avait que 40 pages. On m'a tiré 300 exemplaires, j'étais content. J'ai vu mon nom sur la couverture, j'ai commencé à crier partout, je suis écrivain. Et puis, à la fin, il n'y avait personne pour acheter les livres. Et les librairies ne voulaient pas, ils disent, mais non, monsieur, vous ne pouvez pas publier vous-même, il faut donner dans une maison d'édition. Et je suis resté dans ma maison avec les 300 livres. Je crois que j'avais vendu 30. C'est des amis que je forçais d'acheter. Hein. J'ai dit, si tu n'achètes pas, tu ne seras plus mon ami. Donc tout le monde voilà, achetait. On avait acheté 40 exemplaires. Et j'ai gardé ça. Ça, c'était mon premier livre. Ça s'appelait « Au jour le jour ». Maintenant, plus tard, quand je suis... devenu un peu plus connu, tout le monde demandait, mais c'était quoi ton premier livre? J'ai dit, mais c'était un recueil. Et j'ai vu mes cousins, j'ai des cousins, ils vendaient un exemplaire de ce premier livre, ça coûtait 400 € sur eBay. Donc si vous allez 400 € sur eBay, alors, donc il y a mon cousin qui a pris tous les livres, et c'est lui qui les vend sur eBay 400. Parce qu'il y a des étudiants qui veulent faire des mémoires, mais ils ne trouvent pas le livre. Le livre n'est nulle part. Donc, ils payent 400 pour cela. Et je suis resté peut-être quelqu'un qui croit toujours qu'il faut continuer, il faut avoir la patience. Et j'ai publié premier roman, deuxième roman, je n'avais pas de succès.
j'ai commencé à avoir du succès en France après 6 romans. Et c'est au 7e roman que j'ai eu le prix Renaudot qu'en France, on m'a véritablement connu. C'est pour ça que je dis que la littérature ressemble à la marche de l'escargot ou peut-être comment on appelle celui qui va dans la mer là, avec la carapace, la tortue. Donc voilà, la tortue, il marche doucement jusqu'à trouver la mer. Mais le crabe, la littérature peut être aussi comme un crabe. Le crabe a plusieurs pattes. Même si les pattes ne sont pas d'accord, ils finissent par emmener le crabe jusqu'à destination. Donc moi, je fais toujours une littérature de la tortue et du crabe avec plusieurs pattes, mais avec la destination en allant vers la mer. Il ne faut pas se dire qu'on ne vous publie pas parce que vous êtes noir. Non. Moi, je suis en France, j'ai vécu en France pendant 17 ans. Il y a beaucoup plus d'écrivains blancs malheureux que d'écrivains noirs. Moi, j'ai même vu un écrivain blanc qui m'avait dit un jour, « Ouais, c'est pas normal, moi je veux être un écrivain noir pour être invité dans les débats. On n'invite jamais les écrivains blancs. » Et donc, j'ai passé ma journée à consoler, je l'ai consolé. J'ai dit, mais tu sais, tu n'as pas choisi d'être un blanc, ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, attention, il faut aussi penser à la souffrance de l'homme blanc. Parce que quand l'homme blanc souffre, ça ne se voit pas parce qu'ils sont trop nombreux. Voilà. Merci. Alan, estamos quase no finalzinho. Literalmente 2 minutos. Então, essa última resposta vai precisar ser bem concisa. Pense num poema, responda em verso, 2 versos assim. Ela também. Ah non, j'ai une histoire à raconter. Non, je rigole. E, então, é uma pergunta carinhosa da plateia, que eu acho que é uma pergunta cheia de paixão, e se há um lugar para perguntas com paixão, é na Flip, que homenageia Hilda Hilst. E espero que você leve a pergunta para o lado, digamos, carinhoso dela. Alan, você se veste com um figurino maravilhoso. Como você escolhe? Qual sua visão de estar no mundo com esse figurino? Merci beaucoup. Vous savez, j'ai écrit un livre sur la SAP. La SAP, en français congolais, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc voilà. Donc la SAP, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Black Bazaar. Et j'invite mon éditeur Malais de publier un jour Black Bazaar. C'est l'histoire d'un dandy qui aime s'habiller parce que c'est dans la culture congolaise. La culture congolaise, c'est de se choisir une identité. La liberté de l'esprit va avec la liberté du corps. Le Congolais, il ne va pas dans la boutique en se disant ben, « j'ai plus de caleçon, je vais acheter un caleçon ». Non, avant d'acheter quelque chose, le Congolais doit réfléchir. Voilà, il prend 2 jours de réflexion, il regarde sa garde-robe, il regarde les couleurs, il regarde ce qu'il a, et puis il décide, il me faut des chaussures bleues. Et là, il va aller acheter les chaussures bleues. Mais bon, en France, l'occidental, il est pressé. Hein. Chérie, il va m'acheter un jean, on lui amène un jean. Non, les Congolais, tu lui amènes, ne faites jamais un cadeau d'habit à un Congolais parce qu'il ne va jamais porter ce que vous lui offrez comme habit. Il a une idée à lui-même parce que le Congo, Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont les 2 pays qui ont inventé la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui est une culture du corps. Parce que nous étions dans la dictature, on s'était dit que, puisque le président de la République, il a pris le pays, il a pris les richesses,
on va lui montrer que nous sommes libres dans la manière de nous habiller et peut-être que j'ai hérité tout simplement de cette coquetterie congolaise et même aussi française. Parce que parfois, les habits que j'achète, c'est soit à Londres, en Italie et en France. Mais quand je vais en France, les Français me demandent « Ah, vous avez acheté ça aux États-Unis ?» Je vais aux États-Unis. « Ah, vous avez acheté ça en France ?» Parce que la plupart du temps, quand j'achète quelque chose, j'ai acheté des choses au Brésil. Ici, vous ne savez pas. Hein? Est-ce que vous savez peut-être... Donc vous ne savez pas peut-être que j'ai acheté quelque chose. Demain, si je l'apporte, vous allez dire ça c'est bien, mais c'est au Brésil, à Paraty. J'ai vu une boutique là-bas, je ne vais pas donner l'adresse, sinon vous allez tous acheter ça. Voilà. Voilà. Mais c'est congolais comme attitude, j'aime bien. C'est ma mère qui m'a dit, même quand tu n'as rien dans les poches, tu n'as rien mangé, il faut toujours être bien habillé, il faut respecter les gens. Tu n'as pas besoin de mettre la cravate, mais mets les habits dans lesquels tu te sens bien dans la respiration et le confort. Voilà. Merci. Alain Mabankou, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Merci beaucoup. Muitíssimo obrigado, Silvio Almeida, muitíssimo obrigado. Eu convido todos vocês a participarem da sessão de autógrafos com Alain e olharem mais de perto o modelito, o figurino dele. Merci. Je vais boire un.